Bonsoir chez vous, bienvenue chez nous dans ce tout premier numéro de votre émission Podium Jeunesse de cette année 2023. Au cours de ce premier rendez-vous, nous allons échanger sur un sujet que certains décriraient comme une situation stressante et d'autres comme un exercice difficile à appréhender. Je voudrais parler de l'entretien d'embauche qui demeure une étape incontournable pour décrocher un emploi. En effet, beaucoup de jeunes diplômés passent avec brio l'étape de l'étude du CV, mais ne font pas bonne impression en entretien. Je voudrais dire que leur profil correspond en grande partie aux attentes du recruteur ou de l'employeur, mais eux-mêmes ne semblent pas en être convaincus. Ils peinent donc à se vendre en entretien et n'arrivent pas à convaincre le recruteur ou l'employeur qu'ils sont la personne idéale pour le poste à pouvoir. Se vendre en entretien d'embauche, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et pourquoi certains jeunes diplômés ont autant de mal à passer cette étape lorsqu'ils désirent décrocher un emploi? Comment les y amener? Ce sont là les questions principales que mes invités, moi, nous allons essayer d'élucider au cours de notre discussion. Et entre deux échanges, dans la rubrique Podium Invité, un jeune a bien voulu nous montrer comment il pourrait se défendre en entretien d'embauche. Mais pour l'instant, Yasmine Kodia nous présente les invités du jour. Vanessa Lawson, elle est spécialiste en ressources humaines. Almachero JC, spécialiste branding. Françoise Dametougle, planificatrice des projets et programmes de développement. Et Lom Ayeji, manager, agence Kekeli Digital. Ils sont les invités à ce nouveau numéro de Podium Jeunesse. Merci beaucoup à Yasmine. Donc cet après-midi, nous allons essayer de discuter sur un sujet qui mérite notre attention. Se vendre en entretien d'embauche. Et l'homme, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Bienvenue d'abord et merci d'avoir respecté mon invitation. Je suis si pressée. Merci Pélagie, c'est un plaisir. Alors, se rendre en entretien d'embauche, pour moi, c'est tout simplement démontrer à l'interlocuteur ou bien à celui-là même qui est en face que vous êtes véritablement le candidat qu'il faut pour leur entreprise. Vous êtes la personne dont ils rêvent, vous êtes cette personne-là qui sera habilitée à amener l'entreprise à un certain niveau, à atteindre les résultats qu'ils espèrent. Donc, pour moi, se vendre, c'est vraiment tout mettre en œuvre pour qu'à la fin, la personne puisse être convaincue que vous êtes vraiment la personne qu'ils sont en train de rechercher. Merci beaucoup, Madame Lasson. Je vais aller dans le même sens que Elom. Se vendre, c'est pouvoir mettre en avant ses compétences par rapport au poste, par rapport aux missions du poste, et par là démontrer au recruteur que vous êtes la personne là pour le poste en question. Amatiel, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Je dirais d'abord que se vendre même, c'est se mettre en valeur pour répondre aux besoins d'une personne tierce. Maintenant, se vendre dans un entretien d'embauche, c'est d'user de toutes les astuces, les stratégies, ou de mettre en place, en tout cas, toute la mise en œuvre pour pouvoir démontrer au recruteur qu'on est la personne qu'il recherche. On est cette personne expérimentée qui peut s'adapter à tous les défis, surtout au sein d'une entreprise, pour pouvoir répondre à leur vision. Madame Lawson, selon vous, pourquoi certains jeunes diplômés ont autant de mal à passer cette étape lorsqu'ils désirent décrocher un emploi? Je pense que ça part déjà d'un déficit au niveau de la confiance en soi. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont cette peur-là, ils n'ont pas confiance en eux. Et donc, ce manque de confiance fait qu'arriver devant d'abord le recruteur, qui est une personne étrangère, qu'ils ne connaissent pas, ils n'arrivent plus, ils perdent les mots. Ils perdent les mots, ils ne savent plus quoi dire pour pouvoir prouver que vraiment ils sont cette personne-là qu'il faut pour le poste. Donc voilà un petit peu. Elie, et l'homme plutôt. Alors moi je parlerai plutôt du syndrome de l'imposteur, parce que très souvent quand on est en face du recruteur, on se dit est-ce qu'on est véritablement la personne qu'il faut pour ce poste? Est-ce que j'ai vraiment les capacités que l'entreprise recherche? Donc dès qu'il y a un doute au fait, ça se répertorie sur au cours de l'entretien, et le recruteur en face, il sent en même temps que vous n'avez pas cette confiance-là, que vous ne dégagez pas cette énergie-là dont il a besoin. Donc je parlerai plutôt du syndrome de l'imposteur qui est très fréquent dans les entretiens d'embauche. Amaltiero. Merci. Donc, je dirais tout de suite, je parlais de l'expérience, mais avant de parler de l'expérience, il faut parler je dirais plutôt, je vais parler de confiance. Mais avant de parler de confiance en soi, il faut parler d'expérience. Il faut parler de compétences. Avoir un diplôme n'est pas synonyme de compétence ou d'expérience. Or, ce sont ces deux choses qui vous permettent d'avoir confiance en vous pour pouvoir vous défendre par rapport aux questions que le recruteur va vous poser et vous mettre... en tout cas, le mettre en confiance par rapport à ce qu'il attend de vous.
Donc, je dirais que c'est une science que les diplômés doivent après pratiquer ou essayer de quand même d'intégrer dans leur vision. S'ils recherchent en tout cas de l'emploi ou s'ils veulent quand même travailler au sein d'une entreprise, après un diplôme, c'est quand même chercher des stages, par exemple, pour pouvoir quand même développer ce genre d'expérience-là au sein du domaine de compétences afin de pouvoir se défendre facilement devant un recruteur. Voilà, c'est vrai que le diplôme n'est pas forcément la compétence. Mais la question que je me pose, pourquoi une personne qui a pourtant, par exemple, le meilleur dossier, doute d'elle-même ou manque de confiance en entretien, comment peut-on vraiment expliquer cela? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Beaucoup de jeunes ont des CV pas possibles. Et quand je dis pas possible, c'est des CV qui pousseraient un recruteur ou un employeur à les embaucher. Mais l'entretien, il flanche. Comment on peut expliquer cela, Madame Lawson? Parce que vous avez l'habitude d'avoir des candidats. Effectivement, j'ai eu à rencontrer beaucoup de candidats, comme vous l'avez décrit. Je partirai toujours sur la peur. Sur la peur et... Je ne vous coupe pas la parole. Vous avez un CV, vous l'avez soumis, on vous a appelé. Qu'est-ce qui pousse le chercheur d'emploi à déposer son dossier, par exemple? Oui, c'est pouvoir décrocher ce poste-là. Mais il y a la préparation là, en amont qui n'est pas vraiment faite. Il y a la préparation en amont. C'est comme soumissionner pour un projet. Il faut préparer son pitch en amont. Et c'est en s'exerçant, soit à la maison, soit seul ou bien avec la famille, qu'on prend cette confiance en soi et qu'on combat la peur là, de pouvoir parler aux autres. Du moment où on dépasse l'étape de cette peur-là, devant n'importe qui, on est capable de défendre son CV. On est capable de donner le pitch qu'il faut pour pouvoir convaincre l'autre, que ce soit que votre CV rejoigne le poste ou pas. Vous pouvez avoir un CV qui n'a rien à voir avec un poste, mais votre pitch va convaincre l'employeur à vous prendre. Donc, c'est ce travail en amont-là qui manque à beaucoup de personnes, qui fait qu'en face des recruteurs, ils n'arrivent plus à se défendre. Ils perdent le contrôle. Donc, en réalité, un entretien d'embauche se prépare. Aller en entretien d'embauche se prépare à Machero. Oui, ça se prépare, mais en face du recruteur, c'est autre chose. En face du recruteur, oui. C'est autre chose. Quand vous ne vous attendez pas à voir peut-être plus de 2 personnes, j'étais par exemple dernièrement à un entretien d'embauche pour une institution togolaise gouvernementale, et je rentre dans la salle, il y a 4 personnes et puis il y a d'autres personnes en ligne que je regarde en même temps. Près de 8 personnes comme ça qui... Tu ne t'y attendais pas? Je ne m'y attendais pas, mais je crois que ce qui a fait qu'on m'a sélectionné, c'est parce que j'avais tout fait pour pouvoir éliminer tout le stress possible. Parce qu'on peut être préparé, mais devant la situation, être stressé. Et donc, le premier facteur, c'est le stress lié à la peur de l'inconnu. On ne sait pas qui est-ce qu'on va rencontrer, on ne sait pas son niveau, on ne sait pas son expérience, on ne sait pas si ce qu'on va dire va pouvoir le convaincre. Il y a aussi la peur liée au fait de ne pas être sélectionné. Lorsque vous allez pour un entretien d'embauche, vous devez garder 2 choses en tête, même si on vous dit, ou le développement personnel vous dit, il faut être positif et tout ça, vous devez garder 2 choses en tête pour pouvoir gagner d'avance. C'est de savoir que soit on va vous choisir, ou soit on ne va pas vous choisir. Mais avoir peur d'avance qu'on ne vous choisisse pas peut même être le facteur de l'échec au cours de l'entretien. Donc je dirais que ce sont ces 2 facteurs, la peur de l'inconnu, même si on est préparé, et en plus la peur de ne pas être sélectionné. Parce que vous êtes peut-être 1000, c'est pas parce que vous n'êtes pas peut-être bon qu'on ne vous a pas choisi, mais peut-être parce que la personne qu'on a choisie s'est démarquée sur certains facteurs sur lesquels vous n'êtes pas démarqué. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui forment les jeunes, mais est-ce qu'on les aide, on leur donne des pistes pour se préparer à aller à un entretien d'embauche? Pas toujours. Pas toujours, mais je pense qu'il revient à cet élève, à cet étudiant-là lui-même de se préparer, parce que bon, tu ne vas pas à l'entretien avec tes professeurs, tu y vas seul, tu ne vas pas avec tes camarades et c'est toi qui cherches le boulot. Donc c'est toi qui dois être à même devant le recruteur ou bien devant les recruteurs de pouvoir te dire, bon voilà, je suis là pour un but et il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour, n'est-ce pas, être le candidat qui sera sélectionné à la fin. Et voilà, au-delà des compétences, au-delà du fait de vaincre la peur, de vraiment se dire, comme il a si bien dit, nous sommes nombreux à venir, donc ce n'est pas la fin du monde si jamais voilà, je ne suis pas sélectionné. Je peux, si jamais je ne suis pas sélectionné, venir ou bien m'approcher des aînés, leur demander voilà, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas marché et apprendre et pour me préparer mieux pour les prochains entretiens, quoi.
Madame Lasson, nous en parlions tout à l'heure avant le démarrage de l'émission, le fait que ce problème soit récurrent au sein des jeunes demandeurs d'emploi. Est-ce que ça ne serait pas important que ça soit un module, que certaines écoles ajoutent au module qu'ils ont déjà pour pouvoir aider leurs étudiants à se démarquer lors des entretiens d'embauche? Effectivement, oui. Je pense que actuellement, ce que moi j'apparenterais à quelque chose pour combattre ce phénomène est le fait de donner des exposés à faire. Les exposés donnent la capacité d'affronter la groupe classe. De personnes. Voilà. Et donc, je pense que c'est ce qui est beaucoup fait. Mais il serait mieux que de plus en plus, maintenant, il y ait des cours de ce genre-là, des unités d'enseignement qui permettent aux étudiants d'apprendre à rédiger leur CV. Parce que la préparation, c'est depuis le CV, en fait. C'est depuis le CV, cette préparation psychologique-là et matérielle. Et donc, d'apprendre à pouvoir bien rédiger le CV et à pouvoir le vendre devant un recruteur. Donc, il est important aujourd'hui que les écoles, les universités, de plus en plus, ne forment pas que des professionnels, mais des professionnels aptes réellement à prendre leur carrière, leur vie professionnelle en main. C'est vrai que l'homme disait tout à l'heure que l'apprenant ou le chercheur d'emploi n'irait pas en entretien, doit savoir qu'il n'ira pas en entretien avec son professeur. Mais quand on vous dit, on reçoit un jeune en entretien, on lui demande « Qui êtes-vous ? Parlez-nous de vous. Que pouvez-vous faire? Que savez-vous faire ?» La personne donne son nom et cite ses diplômes. Alors, moi, j'ajouterais même, au-delà de... C'est vrai, il faut que les universités puissent apprendre à leurs étudiants de comment est-ce qu'il faut se tenir en entretien d'embauche et tout. Mais moi, j'irais même plus loin. Moi, je dis souvent que la plupart des choses que j'ai eu à apprendre, c'est vrai que j'ai appris des choses en expérience d'entreprise, mais j'ai beaucoup appris en appartenant à des associations. Okay. Je dis aujourd'hui, la vie associative, elle est très, très importante. Moi, sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses en appartenant aux associations, comment prendre la parole à public, comment même me présenter. Je l'ai appris en association. Et moi, aujourd'hui, j'encourage beaucoup les étudiants. Aussi. Comment vous vendre. J'encourage vraiment les étudiants. Quand vous êtes étudiant, vous êtes dans une université, ça ne suffit pas. Même aujourd'hui, quand on dit aux étudiants, regroupez-vous, formez de petits clubs au sein de l'université, c'est avec peine qu'ils font. Ils ne comprennent pas en fait que tout part de là, en fait, tout part de là. Parce qu'on ne peut pas forcément créer un module où il faut qu'un professeur vienne vous apprendre comment est-ce que vous devez parler. Non, mais ça, cette vie associative là, c'est ce qui vous permet de vous familiariser au public, etc. Voilà. C'est vrai que beaucoup peinent à trouver les mots par lesquels ils peuvent se présenter, ceux de qui se vendent. Mais nous allons tout de suite suivre dans Podium Interview Achille Agossou. Il a une licence en philosophie, mais il a aussi suivi une formation en développement des affaires et des partenariats. Et dans l'élément qui vient, il nous montre comment il pourrait bien se vendre au cours d'un entretien d'embauche. J'ai deux valeurs qui me définissent et ces deux valeurs sont très nécessaires dans le monde professionnel. Et c'est l'intégrité et l'efficacité. Et grâce à ça, j'ai eu tout récemment un poste de directeur de développement des affaires et de négociation dans une organisation internationale. Il faut souligner que c'est du volontariat, mais ce poste m'a permis de faire beaucoup de choses, de voir autrement le monde professionnel et de savoir réellement comment rentrer en contact avec les gens, surtout les administratifs, les directeurs, les DG, savoir comment négocier, les convaincre parce que mon rôle était d'aller vendre l'organisation pour que ces derniers arrivent à financer les projets que l'organisation veut mettre en place. Et du coup, ça m'a permis réellement de gérer les bases de données de l'organisation, négocier, décrocher des partenariats. C'est nécessaire pour le monde professionnel, ce profil-là, quelqu'un qui doit amener votre organisation, votre entreprise, du moins, à être encore rentable doublement. Voilà, on suppose qu'Achille était à un entretien d'embauche où on cherche un directeur en développement des affaires et des partenariats. Comment pourrait-on décrypter ces propos, Madame Lasson? Je pense que là, déjà, il a touché deux bons points. Il a parlé d'intégrité. Et tout employeur est à la recherche d'un candidat intègre. L'intégrité est une valeur sûre. Et donc, déjà, en mettant en avant son intégrité,
on peut dire qu'à 75, à 25%, pardon, il a quand même gagné son entretien. Maintenant, au-delà de cela, on va voir ses compétences dans la matière. Il a la formation, ce qui lui fait 50%. Et il sera jugé aussi sur d'autres éléments, comme son savoir-être, à part l'intégrité, comment il va se comporter tout au long de l'entretien jusqu'à la fin. Donc, avec ces éléments-là, on peut dire qu'il est tout à fait normal qu'il puisse décrocher ce poste-là. OK. Amachero, votre avis? Merci. Je vais revenir sur l'intégrité, mais en donnant mon exemple toujours. Vous savez, pour l'entretien dont je vous parle, où j'ai été sélectionné comme consultant de cette institution, quand je suis arrivé, il y avait, je crois qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Et il y avait une femme qui m'harcelait de questions tout de suite, certaines questions. Déjà, le fait qu'il y ait eu plus de femmes que d'hommes, quel effet cela t'a fait? C'est mort. Non, c'est la première fois de... Non, c'est mort. Quand il y a plus de femmes, je gagne. Ah, ok, je vois. Oui, quand il y a plus de femmes, je gagne. Parce qu'il y a une stratégie, il faut s'adresser plus à la femme. Parce que lorsque vous arrivez à convaincre la femme, au cours d'un entretien d'embauche, c'est parti. Lorsque vous allez partir, elle va faire tout pour qu'on vous prenne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand j'ai vu plein de femmes, pour moi, c'était bien. Ça m'a mis en confiance. Mais par contre, elle m'a roué de questions sur le CV, sur les informations que j'avais données, parce que j'avais un CV de près de 7 pages. Et puis après, elle commence par sourire, elle dit, mais waouh, que en fait, quand j'avais vu votre CV, j'avais cru que vous étiez un imposteur, vous avez juste mis des informations comme ça, mais là, je vois... Sans preuve. Oui, et j'étais impatient de rencontrer cette personne-là qui a toutes ces compétences, etc. Et j'ai dit, mais bon, vous avez quand même vu. Elle dit, oui, maintenant, elle est en confiance. Et donc, quand on parle de l'intégrité, c'est un aspect très important. Quand le recruteur remarque que tout ce que vous avez mis sur le CV, vous maîtrisez, vous arrivez à redire ce que vous avez mis, ça le met en confiance. Parce qu'il sait que vous maîtrisez. Maintenant, il y a l'autre aspect, le stress. Moi, je parle toujours de la compétence pratique. On a dit à l'école que quand c'est comme ça, il faut faire comme ça. Mais sur le terrain, quand c'est comme ça, il faut faire comment? Ce sont ces questions que le recruteur va poser et qui va voir si vous avez de l'expérience ou pas. Donc, l'intégrité, oui, mais il faut que le jeune diplômé cherche des stages. Ces stages lui permettent de commencer par voir un peu le contour, les facteurs, les défis de son domaine d'activité, et les problèmes que rencontrent d'habitude les entreprises dans ce secteur, etc. Et même s'il n'a pas d'expérience de travail, il a quand même une certaine compétence pratique qui le permet d'anticiper sur certaines questions. Il peut ne pas avoir résolu un genre de problème comme ça, mais quand le recruteur lui pose la question, grâce à sa créativité, il anticipe, il répond comme s'il avait déjà fait un truc pareil. Donc l'intégrité, oui, mais il faut aussi la compétence pratique comme lui-même il avait en fait. Voilà, merci. Je dirais la même chose, sauf que j'ajouterais peut-être l'adaptabilité. Moi, je le dis aujourd'hui, ce dont les entreprises ont le plus besoin, c'est ça. Ce sont des candidats qui s'adaptent à toutes les situations. Dans plein d'entreprises, aujourd'hui, ce que moi j'ai remarqué sur le marché, c'est que la plupart des jeunes n'exercent pas forcément dans un secteur où ils ont été étudiants. C'est bizarre, mais moi-même, j'en fais partie. Je connais plein de jeunes qui n'exercent pas aujourd'hui forcément dans un secteur dans lequel ils ont étudié. Donc, ce sont des jeunes qui ont quand même cerné le marché de l'emploi, qui ont vu comment est-ce que ce marché fonctionnait et qui se sont adaptés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout candidat, je dirais, ce qu'il a peut-être un peu omis de dire, c'est qu'il ne s'est pas appesanti sur ses compétences pratiques au fait dans le secteur. C'est ce qu'il a peut-être omis de dire dans ce qu'il a dit. Mais à part ça, tout a été. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'adaptabilité que toutes les entreprises recherchent. Ce sont ces candidats-là qui, aujourd'hui, si on a un tel budget, il peut s'adapter. Si on a un autre budget, il peut s'adapter. Donc aujourd'hui, c'est quand un candidat va en entretien, c'est également une chose qu'il doit pouvoir mettre en avant. Vous-même, vous avez fait quelle formation à la base? À la base, j'ai fait une formation en architecture. Aujourd'hui, je suis carrément dans la com. Je suis patron d'agence de communication. Voilà. Deux domaines différents. Deux domaines différents qui n'ont rien à voir au départ. Une histoire particulière. Voilà, c'est toi. Françoise, bonsoir. Bonsoir, madame. Je viens à toi. Selon ce que tu m'as dit, tu n'as jamais passé d'entretien d'embauche, mais tu as eu à subir 2 interviews dans le cadre d'un programme d'excellence. Peux-tu nous dire comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Merci, madame. J'avoue que ce n'est pas un truc aussi facile que ça. Ils ont su bien le notifier dans leurs propos. J'étais tout d'abord stressée. D'abord, le programme, c'est un programme d'excellence qui consiste à la fin à ce que ceux qui sont sélectionnés devaient subir une formation. Et donc, nous avions droit à 2 interviews.
pour la première interview, j'étais face à une dame. La dame, elle a senti que j'étais un peu plus stressée. J'avoue qu'elle était un peu plus gentille. Elle a essayé de me mettre en confiance. Elle m'a mis en confiance. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, il faut aller posément. Mais il y a vraiment des questions auxquelles j'avais préparé des questions. Je suis allée trop loin dans ma tête. Tu as laissé tomber l'essentiel. J'ai laissé tomber ce qui était à côté de moi et je suis allée faire des recherches vraiment profondes. Du coup, ce sont des trucs liés à la vie associative et autres là. Alors que pour moi, c'était l'école seule, avoir le diplôme. Là, elle m'a mis devant un fait accompli, elle m'a exposé une situation, un travail d'équipe, et elle m'a demandé si je suis confrontée à une telle situation, comment est-ce que j'allais arriver à gérer cela. J'étais la bouche bée, puisque je n'étais dans aucune association. Je n'avais jamais vécu cela, en fait. Du coup, à la fin de l'interview, je me suis dit que là, je dois vraiment chercher à intégrer une association pour voir comment est-ce que les choses se passent. Donc tu n'as jamais milité dans aucune association? Oui, je n'avais jamais milité. Jamais. Maintenant, je suis là. Avant l'interview, non? C'est après cela que j'ai cherché à intégrer et je vois vraiment les répercussions que cela a sur moi depuis là. Et ça a marché, oui ou non? L'interview n'a pas marché, mais je pense que cela m'a donné une certaine ouverture d'esprit qui, aujourd'hui, je peux le dire, grâce à cela, j'ai pu avoir la chance de faire des stages dans de belles structures. Merci. Nous revenons sur la question pivot de notre discussion. Comment bien se vendre lors d'un entretien? Qu'est-ce que vous, recruteurs, attendez-vous d'un candidat qui se présente à un entretien d'embauche? C'est important que les jeunes sachent. Alors, qu'est-ce qu'on attend des candidats? D'abord, ça commence par la présentation physique. Comment le candidat est habillé. En lien avec le poste? Pas forcément en lien avec le poste. Il faut d'abord que tout candidat qui va à un entretien d'embauche sache qu'il rentre dans un domaine professionnel et qu'il faut quand même s'habiller convenablement. On ne peut pas s'habiller comme on va au grand marché. On a vu des gens qui sont venus en entretien en tapette de douche. Pas possible. N'imaginez pas. Donc déjà, on voit d'abord quand la personne rentre dans la salle, sa présentation. Pas être tiré à 5 épingles, mais juste bien habillé. Ensuite, le CV, la présentation. Il faut être succinct et précis. On n'a pas besoin de raconter la vie. J'ai eu mon CEPD en telle année. Non. Déjà, quand on demande, quand sur le poste, sur l'annonce, on parle déjà de niveau bac plus 2. Ça veut dire que vous devez parler à partir de votre bac. Okay. Tout ce que vous avez fait avant le bac n'intéresse pas le recruteur. Et donc, la présentation, quand d'abord, il y a aussi ça que les gens font souvent. On vous dit, bonne arrivée, monsieur Haïdi. Comment vous allez? Présentez-vous. Vous n'avez plus besoin de dire bonjour monsieur, bonjour madame, je suis monsieur Haïdi. Directement, vous parlez de voilà, j'ai tel diplôme, j'ai eu telle expérience. Vous décortiquez vos expériences en lien avec le poste. Mais de façon succincte, j'ai fait ça. Et là, quand c'est comme ça, nous les recruteurs, nous sommes bouche bée. Et à la fin, on applaudit seulement. On dit, on n'a plus rien à dire. Vous voyez? Donc, le candidat n'a pas besoin de raconter toute sa vie. Il n'a pas besoin de stresser non plus. Parce que, en tout cas, de la manière dont nous, aujourd'hui, nous faisons les entretiens d'embauche, l'entretien d'embauche n'est pas comme une présentation au commissariat. De plus en plus, nous essayons de découdre l'idée-là, que les gens ont de stresser. Il y a des gens qui sont venus en entretien, ils stressaient tellement, on leur a dit, allez dehors, allez faire un tour. Et revenez après. Soufflez un peu. On a toute la journée, en fait. On a tout le temps. D'autres peuvent passer, vous passez après. Le but du recruteur, c'est de trouver le bon candidat. Pas de faire échouer les candidats. Ce n'est pas de les faire passer. Non. Du coup, du moment où on sent un potentiel, tout le monde a un potentiel. De toute façon, on donne la chance à tout le monde de pouvoir montrer ce qu'il a. Et si vous n'avez pas les compétences par rapport à ce poste-là, on l'explique clairement, par rapport à ce poste-là, il vous reste tel. Mais nous gardons votre CV. S'il y a d'autres opportunités, on va vous recontacter. Et on le fait aussi. Okay. Donc, il n'y a pas à se stresser pour les entretiens. Nous recevons un message depuis Cara. Bonsoir, le plateau de Podium. À l'Université de Cara en gestion, 7 modules est enseigné.
Ça commence bien. Donc, félicitations à l'Université de Kara. Un autre message que moi, je dirais plutôt que la première étape, c'est que le candidat s'exprime bien en français. Oui, c'est important. Moi, j'allais dire, je ne suis pas très regardant sur les CV quand je veux recruter quelqu'un dans ma boîte, mais je prête très attention à la lettre de motivation. Pour moi, elle est tellement importante, au fait. Je n'aime pas les lettres toutes faites. J'aime bien quand dans la lettre, la personne dit clairement ce qu'elle veut apporter à l'entreprise. Et ça passe aussi par là. Quand on parle de bien s'exprimer en français, c'est déjà si tu sais bien écrire le français, si en face du recruteur, est-ce que tu peux bien t'exprimer? Parce qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus qu'il y a des jeunes qui sont diplômés, qui ont le master, mais quand il faut s'exprimer, c'est autre chose. Tu te poses la question de ça. Ouais, tu te poses la question de savoir. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important et qui ne met pas du tout en confiance le recruteur. Parce que moi, qui suis recruteur, qui veut t'engager dans mon entreprise, je voudrais quand même avoir le cœur net et la fête du lieu quand je te présente à des partenaires d'affaires. Je veux pas qu'on me pose la question, mais tu l'as trouvé où? Je vais pouvoir être en confiance quand je suis avec tes partenaires et pouvoir dire ça, c'est un collaborateur. Donc, je pense que tout commence par la lettre de motivation. Au-delà du CV, c'est la lettre de motivation où tu dis clairement ce que tu peux apporter à l'entreprise. Et en entretien, il faut, en fait, avant de venir en entretien, enquêter sur l'entreprise. Il faut la connaître. On ne peut pas venir en entretien dans une entreprise qu'on ne connaît même pas. On ne sait pas ce que l'entreprise fait, on ne connaît pas ses services, ses produits, on prétend pour vouloir travailler dans cette entreprise-là. Non, non, non. Il faut que tu connaisses l'entreprise, que tu ailles même jusqu'à connaître les défis auxquels sont confrontées cette entreprise-là. Si le poste pour lequel tu es appelé, est-ce que quelqu'un était déjà à ce poste-là? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce que c'est un nouveau poste? S'il a démissionné, pourquoi? Si c'est un nouveau poste, pourquoi l'entreprise a besoin de ce nouveau poste-là? Donc, ce sont des choses qu'il faut faire en amont. Et quand tu fais tout ça, que tu viens en entretien, tu sauras quoi dire et tu pourras facilement convaincre le recruteur. Amachero? Oui, merci. Donc, il a parlé d'un point très important. Vous savez, vous ne pouvez pas descendre sur un entretien d'embauche et ne pas dire ou ne pas faire comprendre au recruteur que vous l'aimez, que vous le connaissez, et que vous avez pris du temps, vous lui avez donné du temps et de l'énergie en fait. Parce que la plupart des recruteurs ne recrutent pas forcément la meilleure personne, mais ils recrutent la personne qui est déjà imprégnée, qui a l'envie dans l'entreprise. Et moi, si je dois parler de comment se vendre, je vais le dire par rapport au branding. C'est ça ma spécialité. Et le branding aujourd'hui est en train de muter, mais beaucoup de spécialistes ne le savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de branding, on parle d'identité. Et quand on parle d'identité, les gens pensent que c'est juste l'image. Alors qu'aujourd'hui, le branding intègre 3 facteurs. Il y a le brand, qui est l'identité, c'est-à-dire que votre image, la façon dont vous vous habillez, etc. Il y a le behavior, c'est-à-dire le comportement, l'attitude que vous tenez. Et puis il y a le business, ça veut dire que l'expérience dans le domaine d'activité en quelque sorte. Donc ces 3 facteurs-là font que tout de suite, lorsque vous vous présentez devant un recruteur, surtout s'il est professionnel et spécialiste, il sait d'avance déjà qui va vous prendre. Maintenant, il veut juste vous écouter, voir comment vous allez vous exprimer, voir comment vous allez vous en sortir avec certaines questions. Parfois même, il va vous poser des questions qui ne sont même pas en rapport avec votre... Oui. Oui, et ça, c'est lié un peu aux capacités universelles que j'appelle le leadership et le management. Parce qu'avec un bon leadership, un management, comment j'appelle le leadership et management catalyseur, c'est-à-dire que c'est des capacités qui mutent, qui s'adaptent, comme il avait dit. Ça, c'est un recruteur qui vous choisit, en fait. Donc, pour mieux se vendre, il faut d'abord se baser sur son image. L'image que vous présentez à l'entreprise. Donc, il faut se connaître. Il faut se connaître. L'image est très importante. L'image, la façon dont vous êtes habillé, et maintenant, le comportement, l'attitude, la façon dont vous rentrez, la façon dont vous regardez. Regardez dans les yeux du recruteur. Dites-lui que vous êtes le bon, vous êtes le meilleur. Et défiez-le, parce qu'il sente que vous êtes là, que s'il n'est pas là un jour, vous pouvez prendre une bonne décision. Et ensuite, après le comportement et tout ce que ça peut prendre, vous allez maintenant au business. C'est-à-dire que, oui, vous connaissez ce que vous êtes venu faire. Vous avez les compétences pratiques. Et vous pouvez répondre aux défis de l'entreprise lorsque vous allez travailler avec eux. Donc, ce sont ces 3 facteurs-là que je peux quand même mettre sur le tapis. Si vous le permettez, une petite astuce. Moi, par exemple, quand je recherche un contrat, je sais que je dois peut-être passer par le responsable marketing. Qu'est-ce que je fais? Avant même d'envoyer peut-être une proposition, je fais 2-3 jours où je ne fais que visiter son profil LinkedIn, en fait. Okay. Ou même, avant qu'il n'ait de mes nouvelles, ça dit, il est là, il reçoit une notification, telle personne a visité ton profil, le lendemain, même chose, le surlendemain, même chose. Donc, il sera lui-même appelé à visiter mon profil. Le gars, il cherche quoi? Voilà. Donc, déjà, je le fais peut-être lundi, mardi, mercredi et jeudi. J'introduis mon dossier. Là, déjà, il a une image de moi en tête et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Oui, Françoise. Je pense aussi qu'il y a la question de la prétention salariale, parfois qui bloque les
Les les candidats, oui. Il faudrait aussi peut-être aller, si c'est possible, de faire la recherche, de demander quelle est la fourchette à laquelle, si vous êtes recruté à ce poste, vous serez payé. Je ne sais pas si les entreprises vraiment acceptent de donner ce genre d'informations. On va demander à Mme Lasson, pourquoi même on pose cette question? Est-ce que c'est pour voir si le candidat est cupide, s'il aime l'argent ou... Non, la question c'est toujours pour voir comment le candidat se vend. Okay. C'est pour voir s'il comment... se vend moins cher. Voilà. Cher. Il y a des gens, ils donnent une prétention salariale. Nous-mêmes, on se dit, mais non, mais vous ne pouvez pas donner du travail. Est-ce que vous pensez à vos diplômes? Vous avez telle année d'expérience et vous donnez ce montant-là? Sinon, que c'est ce que vous me donnez. Déjà, un candidat en entretien qui dit ce que vous me donnez, on ne le prend pas. Un candidat comme ça, on ne le prend pas du tout. Donc je ne sais pas, rendez-vous compte que cette personne a certainement traîné pendant longtemps dans le chômage et elle est désespérée. Elle est désespérée. Et là, du coup, d'office, on fait un petit coaching à la personne. On lui explique que ça n'a rien à voir avec le désespoir. Donc, si on traîne 10 ans dans le chômage, ce n'est pas une raison pour se vendre moins cher. Ce n'est pas une raison pour se vendre. Pour pouvoir donner une prétention salariale, il faut considérer son diplôme. Il faut considérer les années d'expérience déjà acquises. Maintenant, il faut voir le domaine d'activité de l'entreprise. Et un petit peu sur le marché, parce que voilà, de bouche à oreille, on sait à peu près que tel poste est payé à peu près à tel montant. Donc, il faut se baser sur ces éléments-là et maintenant revenir à soi. Aujourd'hui, pour pouvoir vivre son déplacement, sa nourriture et tout ça, on a besoin de combien pour vivre aisément? C'est sur cette base-là qu'on donne une prétention salariale. Pas parce qu'on a faim, en fait. Il faut considérer tout ça pour pouvoir donner le montant. Et c'est négociable. Okay. On a longtemps pensé que quand on donne un montant élevé, on est d'office. Non, non, non. Vous pouvez donner 1 million. Si vous êtes le candidat, on va venir vous faire asseoir. On fait ça, on dit, monsieur, on vous raisonne. Vous avez donné tel montant, on a besoin de vous, on vous veut. Mais nous avons tel montant. Okay. Comment? Et on met d'autres avantages à côté. On vous dit, bon, on vous donne tel, mais vous aurez tel avantage. Comme prime, par exemple. On vous décrit votre plan de carrière au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que dans 2 ans, dans 3 ans, vous pouvez aller à tel poste. Et quand on explique tout ça, il n'y a pas de difficulté. Les personnes acceptent. Donc, en tant que recruteuse, lorsque vous avez affaire à des types de candidats que nous sommes en train de décrire depuis le début de l'émission, qui ont des difficultés à se vendre, qu'est-ce que vous ressentez et que faites-vous habituellement? Beaucoup de tristesse. Il y a d'abord la tristesse, parce que quand on regarde le CV, et il y a de l'agacement aussi à un moment donné. Mais ce qu'on fait, comme je l'avais dit plus tôt, on donne le temps à la personne. Et là, on décortique le CV avec lui. Donc, on lui dit, vous avez fait tel? Oui, en quelle année? Comment ça s'est passé? Et donc, on amène la personne à discuter de façon terre à terre avec nous. Ce ne sont plus des questions-réponses, mais c'est juste un échange. Et la personne ne se rend pas compte que l'entretien continue. Pour elle, c'est juste quelqu'un qui s'intéresse à lui tout simplement. Et on continue et jusqu'à la fin. Et c'est là on dit, vous avez vu, on vient de terminer l'entretien. Mais vous ne l'avez pas senti passer. Il n'y avait pas de raison de paniquer. De stresser. Oui. Merci beaucoup. Elom, comment peut-on faire la différence en entretien d'embauche lorsqu'on a peu d'expérience? Parce que beaucoup de primo-demandeurs d'emploi se retrouvent confrontés à cette situation. D'accord. Pour moi, le plus grand avantage quand on a peu d'expérience, c'est la soif. La soif. C'est de montrer au fait, aux recruteurs que vous avez soif d'apprendre à ses côtés, vous avez soif de grandir. Que oui, je n'ai pas d'expérience, mais je suis là pour apprendre et je suis quelqu'un qui apprend vite, je suis quelqu'un qui m'adapte vite, je suis quelqu'un qui veut marcher longtemps avec vous. Il faut mettre la personne en confiance. Moi, je me rappelle, le tout premier poste que j'ai eu, c'était un poste de chef projet carrément. Mais c'est vrai, j'avais déjà eu à l'époque à diriger des associations, mais je n'avais pas véritablement d'expérience en entreprise. Mais je leur ai clairement dit que je suis quelqu'un qui a soif d'avancer avec eux, d'apprendre avec eux, que je suis très ouvert et que je suis même prêt à fréquemment en fait, leur faire un retour sur ce que j'ai appris, ce que je n'ai pas appris, quels sont mes obstacles. Parce que j'ai vraiment soif au fait, de voler avec l'entreprise. Quand vous montrez vraiment au recruteur que vous avez cette soif-là et que vous avez envie de marcher avec eux, d'aller loin avec eux, je pense que même sans expérience, ils peuvent quand même vous donner une chance. Et à vous maintenant, avec cette chance-là, de prouver que vous êtes vraiment la personne qu'il fallait. D'accord, merci beaucoup. À Mathieu, je voudrais que nous revenions sur ce point, la connaissance de soi.
Parce que lorsqu'on demande à des candidats de parler d'eux-mêmes, ils ont du mal à trouver le mot juste pour se décrire ou se présenter, se valoriser. Vous savez, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir de quoi vous avez besoin jusqu'à apporter à quelqu'un ce dont il a besoin. C'est très important. Et aujourd'hui, la connaissance de soi, ça part dans le contexte d'entretien d'embauche, d'emploi au sein d'une entreprise. Ça part sur la base de la compétence. Lorsque vous avez une compétence et que vous n'avez pas d'expérience, la façon dont vous vous démarquez des autres candidats, c'est la connaissance que vous avez de cette compétence-là et comment est-ce qu'elle est exploitée au sein d'une entreprise. C'est très, très important. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on a le numérique qui offre une grande plateforme d'information où vous pouvez lire beaucoup sur en fait, la compétence demandée ou le poste demandé et construire en fait, un produit que vous allez vendre au recruteur. Je vous explique. Alors, on dit un poste de chef projet. Et vous avez fait le management, par exemple. Vous n'avez aucune expérience. Vous avez des compétences, vous savez comment rédiger un projet et tout ça. Mais allez en ligne, regardez les critères, les engagements d'un chef de charge d'un chef de projet. Voilà. Regardez ce que ça engage, d'accord? Regardez un peu par rapport aux petites expériences que vous avez dans certaines activités, etc. Essayez de construire une certaine identité professionnelle. Et lorsque vous descendez, on commence par vous poser des questions. Vous dites, mais écoutez, vous savez que l'un des défis d'un chef de projet, c'est de faire ceci. Et moi, je sais qu'avec ma petite expérience, je comprends qu'il faut mettre ceci en avant pour pouvoir résoudre ça, etc. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ça vous permet de pouvoir bâtir une certaine connaissance de vous-même autour de la compétence ou du poste qui est demandé, en fait. Et la seconde chose que je dirais, c'est la créativité. C'est le facteur le plus essentiel aujourd'hui. Lorsque vous êtes créatif et que vous avez un peu de compétences, ça suffit largement pour vous en sortir. Et c'est ce qui est très important aussi, même dans la connaissance de soi. Parce que lorsque vous vous connaissez, déjà d'abord, vous n'allez pas à cet entretien d'embauche. Parce que vous savez que ce n'est pas fait pour vous. Mais comme vous le disiez, à cause du chômage, on avait des passions pour la mécanique, on est devenu en fait, des shoemakers, on a des passions pour autre chose, et c'est comme ça. Mais ce n'est pas aussi grave parce que ça nous permet quand même de développer une certaine, une multiple en fait, potentialité qui nous permet de nous adapter, de nous en sortir. Mais quand même, en tant que jeunes, nous devons quand même toujours avoir confiance sur le développement de notre carrière basée sur nos passions. Parce que quand c'est basé sur la passion, quand c'est basé sur quelque chose qui est inné en vous, même si vous n'avez pas d'expérience, vous trouverez les mots adéquats pour en fait vous en sortir devant le recruteur. Donc c'est ce que je peux, Merci beaucoup. Dire. Madame Lasson, une question pour vous. Pourquoi les entreprises exigent tellement d'années d'expérience alors qu'ils savent que les jeunes n'ont fait que des stages? Aujourd'hui, en tout cas dans moi, sur les recrutements sur lesquels j'ai été, nous considérons les stages. Okay. C'est pour ça que c'est très important. J'ai eu le CV de quelqu'un la dernière fois. J'ai remarqué sur le CV qu'il était dans mon quartier. Et qu'il y a des petites entreprises, quand je sors de la maison, je dis, mais qui a créé ça ici? Le jeune, là, il a fait 6 mois quelque part là-bas. À 500 mètres, il y avait une autre. Il a fait 6 mois. Dans le quartier, il a totalisé 2 ans d'expérience professionnelle. Proche de sa maison. On le lui a considéré. Il n'est pas venu en centre-ville, mais il a cherché de l'expérience dans son quartier. Même les stages comptent. Un jeune qui vient de terminer, qui vient d'avoir son diplôme, ne peut pas rester à la maison, sortir que pour venir en centre-ville demander du travail. Autour de vous. Une boutique, quelqu'un a une boutique d'alimentation générale. Si vous êtes comptable, demandez à leur tenir la comptabilité. Demandez à faire la caisse. Il faut oser, en fait. Et toutes ces expériences sont prises en compte. Et les jeunes qui voudraient faire le stage à la Banque mondiale, vous leur dites quoi? Je dis n'importe quoi, j'exagère. Il faut chercher, il faut sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est ça aujourd'hui le problème de beaucoup de jeunes. Ils n'osent pas. Ils ont peur de sortir de la zone de confort. Ils se disent que voilà,
Du moment où ce n'est pas une grande entreprise, ce ne sera pas pris en compte. Non. Toute expérience est valable aujourd'hui. Du moment où vous savez faire, vous avez pu le faire, on vous pose la question dessus. Comment on fait ça? Comment on enregistre une pièce comptable? Vous êtes capable de le dire. Vous savez le faire. Oui, moi, j'irais même plus loin. Aujourd'hui, quand on fait d'expérience, en fait, c'est quoi? Quand je parle, par exemple, quand on prend l'exemple de chef projet, vous, par exemple, qui déjà avez eu organisé des anniversaires de vos amis, organiser un anniversaire, c'est un projet. Vous avez été chef projet. Non, les gens ne le savent pas. Mais en fait, ce sont des petites choses qui vous apprennent. Ah, voilà. C'est ce qui vous amène. C'est ce qui vous amène, au fait, à acquérir de l'expérience et à maîtriser la chose. Vous organisez un premier anniversaire, vous avez vu des défauts. Un second anniversaire, vous vous améliorez. Un troisième. Au cinquième anniversaire, mais vous êtes passé dans l'art d'organiser des anniversaires. Ça, c'est une expérience, par exemple. Donc, ce sont des choses, en fait, que les jeunes doivent faire, de petites choses. Comme elle a dit, par exemple, la comptabilité d'une boutique, ce sont des petites choses, en fait. Souvent, on pense qu'il faille aller vers des grandes entreprises, qu'il faille travailler dans de grosses boîtes, etc. Non, non, non. Moi, je le dis souvent, dans les grosses boîtes, vous n'avez rien à apprendre. Dans les grosses boîtes, souvent, tout est déjà là. Vous n'avez rien à apprendre. C'est dans les petites entreprises qu'on a le plus de chances d'apprendre des choses et de grandir. C'est comme ça. Merci beaucoup, Françoise. Oui, je pense aussi que déjà dès la première année à l'université, par exemple, quand je prends mon cas, j'ai fait une licence en économie. Déjà en première année, si j'avais vraiment cette mentalité-là de dire j'envisage faire un master et me spécialiser dans tel domaine, déjà, lors des vacances ou des congés, aller dans des petites structures et autres là, pour m'imprégner au moins de ce qu'on fait, même si c'est de façon bénévole. Déjà, je pense que faire la première année, faire 5 ans à l'université, j'aurais déjà capitalisé un certain nombre d'expériences. Et aujourd'hui, ajouter à ce que j'ai comme expérience, je pourrais valablement me faire valoir sur le marché de l'emploi. Oui, justement, je crois que j'ai eu envie ou j'ai invité Françoise dans cette émission pour lui donner de la visibilité parce qu'elle est en quête d'emploi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta spécialité? Oui, j'ai fait un master en planification des projets et programmes de développement. J'ai soutenu l'année passée à l'Université de Cara et je suis très passionnée par toutes les questions qui ont trait à la mobilisation des ressources pour financer les projets de développement. Pour moi, c'est un fait vraiment très important pour pouvoir réaliser notre feuille de route gouvernementale qui a vraiment de beaux projets. Mais la question est de savoir comment arriver à mobiliser ces fonds-là sans toujours attendre du PNU, des bailleurs de fonds et autres. Là. Donc, j'ai vraiment un penchant sur ce domaine, sur cette question de mobilisation des ressources. Elle se vend avec excitation comme ça, là, même en direct. En tout cas, moi, j'attends le CV à la fin. Je n'en dirai plus. Voilà, il y a une opportunité. Je suis appelée au-delà de la mobilisation des ressources, qui est ma passion, à être gestionnaire de projet, à être... Vous serez bientôt moi. À faire du suivi et évaluation des projets. J'ai eu à faire des stages dans ce domaine. J'essaie quand même de faire des tableaux, concevoir un tableau de bord, faire beaucoup de choses dans le domaine. Tu es stressée? Vous n'êtes pas encore en entretien. Et tu es stressée? C'est l'entretien en direct. En direct. En live. Ok, posez-moi des questions. Madame Lançon, je vous disais tantôt que je ne suis pas coach, mais on dirait que je travaille comme coach. Mon penchant, c'est plus pour la jeune fille et la jeune femme. Donc, j'ai une association qui coach des jeunes filles et des jeunes femmes. La semaine dernière, j'ai reçu une. Elle a étudié au Maroc, à Paris. Je lui ai demandé, parlez-moi de vous. Elle me donne son nom, son âge, et puis dit, j'ai plus rien à dire. Alors qu'elle a un CV lourd, je vais vous le soumettre. Et je suis sûre que vous pourrez nous aider. Ah, effectivement, je rencontre aussi beaucoup de cas comme ça. Et là, il faut un travail de fond. Il faut tout un coaching. Il faut amener la personne à comprendre. Elle est dans le domaine de l'informatique. Malgré son bagage, elle ne se connaît pas. Elle n'a pas confiance en elle. Et elle a du mal à trouver les mots justes pour se décrire, pour se valoriser, pour se vendre. Il faut tout un coaching. Il faut tout un coaching pour d'abord qu'elle puisse se connaître. Il y a ce qu'on appelle le bilan de compétences. Il faut tout un travail pour pouvoir l'amener elle-même à mettre les doigts sur ses compétences, à préparer son CV sur la base de ces compétences-là et à pouvoir vendre le CV-là. Donc, c'est tout un travail. Et au cours du travail, la timidité part. Il y a beaucoup de problèmes que les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi ont. Les formats des CV changent tout le temps.
Les formats des CV changent et je crois qu'il y a des entreprises qui ont des particularités. Vous êtes étonnés? Il y a des gens aujourd'hui qui se sont donnés comme boulot de réécrire les CV des gens. Et c'est des services payants. Et moi, j'ai fait l'essai avec une fille que j'ai coachée, voilà. Elle a fait une expérience dans son quartier, justement. Elle a fait les finances banques. Après, elle a fait une licence en banque assurance. Mais elle n'a jamais eu l'opportunité de faire un stage. Elle a juste aidé un boutiquier dans son quartier qui vendait des produits cosmétiques. C'était triste. Donc, j'ai envoyé le CV à quelqu'un qui réécrit les CV. Et on nous avait même demandé de changer la photo qui était sur le CV parce que la coiffure qu'elle avait ne passait pas, l'habit qu'elle avait porté ne passait pas. Bon, elle est en stage dans une banque depuis 6 mois bientôt. Est-ce que vous voyez? Oui, ce n'est pas tout de suite la réécriture, mais c'est le branding, c'est le rebranding, voilà. du truc-là. C'est assez important. Donc, la façon dont on propose le CV aussi disqualifie des fois. Oui, il y a des CV d'office, c'est... La présentation. Entre guillemets, c'est par pitié et par âge, parce que ça fait mal qu'on appelle. On est obligé d'appeler les candidats, on dit, mais vous êtes sûr que c'est vous-même qui avez envoyé ce CV? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas présenter ce CV-là. Vous allez nous refaire le CV et le renvoyer. Même si la personne ne sera pas retenue à la fin, on exige que la personne refasse un meilleur CV pour nous l'envoyer. Par rapport, comme l'avait dit, aux présentations de CV aujourd'hui, bon, le plus important, c'est qu'il y ait l'essentiel sur le CV. Mais il ne faudrait pas quand même qu'ils présentent comme dans les années 60, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui ont toujours gardé cette manière de présenter leur CV. Et surtout par rapport à la photo, moi je le dis toujours, si ce n'est pas précisé dans l'annonce, ne prenez pas de risque de mettre la photo. Si ce n'est pas précisé dans l'annonce, un CV avec photo, ne prenez pas le risque de le mettre. Dans notre cas, là, c'était précisé. Si c'est précisé, oui. Mais si ce n'est pas précisé, ne prenez pas le risque. Présentez bien de façon succincte et clairement. Merci beaucoup. Nous allons faire un dernier tour de chaise, si vous me permettez l'expression. Quels conseils pouvez-vous donner aux futurs candidats? Des conseils qui leur permettront de briller auprès du recruteur et de faire la différence avec les autres candidats. On commence avec Amalchero. Merci beaucoup. Tu sais qu'en cette période, je parle de vision. En 2 secondes. Oui, je parle de vision. Donc, pour moi, vous devez déjà, même avant de chercher un emploi, développer votre carrière sur votre passion. Afin que vous ayez de l'expérience ou pas, que devant un recruteur ou quelqu'un qui veut que vous travaillez pour lui, que vous puissiez quand même arriver à le séduire, à le mettre en confiance, à le captiver, à lui prouver que, quelle que soit la situation que son entreprise rencontrera, à ce poste-là, vous saurez quand même vous adapter et aider l'entreprise à aussi atteindre sa vision à travers le vôtre. Merci beaucoup. Alors moi, je parlais des soft skills. Aujourd'hui, mis à part les compétences et tout, le plus important pour les entrepreneurs aujourd'hui, ou bien pour les patrons d'entreprise, ce sont ces collaborateurs-là qui ont les soft skills qu'il faut. On a parlé d'adaptabilité, on a parlé de soif d'apprendre, etc. Et c'est de prouver, quand vous êtes en entretien, que vous avez cette soif-là, que vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations. Et surtout que vous venez d'abord parce que vous avez cerné la vision de l'entreprise et que vous êtes prêt à partager cette vision-là, que vous partagez cette vision avec l'entrepreneur, que vous êtes prêt à marcher sur le long terme avec l'entreprise. Merci beaucoup, Madame Lasson. Moi, j'irai beaucoup plus sur la connaissance de soi et la préparation en amont. Okay. La connaissance de soi, la préparation en amont. Quand on se connaît, quand on fait bien la préparation, on apprend à gérer son stress. Et du moment où le stress est géré, on est à l'aise, on arrive à se vendre comme il faut. Et voilà, soit ça passe, soit ça casse. Mais dans tous les cas, on gagne toujours quelque chose. Merci beaucoup, Françoise. Une dernière fois, je te donne l'opportunité de demander ce que tu cherches à tes futurs employeurs, voilà. À mon potentiel employeur qui me regarde actuellement, ou peut-être que c'est son assistant qui est en train de me suivre, je suis disponible. Je suis là, j'ai un master en planification, j'ai eu à faire des stages dans 2 structures qui sont internationales. Vous connaissez déjà la pression, déjà au système des Nations Unies, la pression qui est... Je crois en moi et je crois que je pourrais vraiment apporter l'innovation qu'il faut à votre structure. Encouragez-moi à vous encourager. Merci. Merci beaucoup. Je remercie Amalchero, Madame Lasson, Françoise et puis Elom pour le rapport. Bien se vendre en entretien d'embauche consiste à mettre des mots sur qui vous êtes
et sur ce que vous savez faire. Apprenez donc à croire en vos compétences. L'entretien d'embauche étant donc un exercice plus ou moins difficile, prenez le temps de le préparer. Madame Lawson en parler. Je remercie Rita Wassi qui a été avec nous aujourd'hui. Je remercie Oswald Dovi aussi. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Le samedi prochain, nous aurons notre émission spéciale Saint-Valentin. Et la question principale que les ados et les jeunes se posent, pourquoi mes parents ne veulent pas que j'ai un petit ami? Voilà la question. Donc, soyez nombreux à nous suivre. Au revoir, à samedi.